j'aille vite. Exactement. Okay. Merci. Alors, au départ, moi j'avais fait deux propositions de communication pour le séminaire général. L'une, suite à l'invitation qui m'a été faite par Caroline et Nicolas, l'une qui portait sur mon travail comparatif, pour le coup, sur les médiations catholiques en Espagne, France et Italie, et l'autre sur les usages politiques de la comparaison dans le cas du conflit politique au Pays Basque. La différence entre les deux propositions étant que la première était déjà écrite. Ce qui n'était pas le cas de la deuxième, mais évidemment ils m'ont demandé de la seconde. Ou un premier jet écrit rapidement, tardivement, je m'en excuse de Sophie. Mais finalement, je me suis rendu compte qu'ils avaient eu raison de m'orienter vers ce plan B, disons, puisque c'est celui qui colle le mieux, je crois, à la problématique du séminaire. Donc, la communication, elle se recentre sur les usages pratiques de la comparaison opérée par les acteurs du conflit politique au Pays Basque et de sa résolution. Et je développe l'idée, pas très risquée, selon laquelle le recours et ou le refus aussi de la comparaison ont été et continuent d'être une ressource centrale, à la fois idéologique, mais aussi organisationnelle et institutionnelle, dans les différents cadrages qui sont produits par les parties du conflit de la résolution. Donc ce pluralisme des usages politiques, il se retrouve, des usages politiques de la comparaison, il se retrouve à chaque séquence historique. Et dans le texte, je m'essaie une espèce d'esquisse très rapide de sociologie historique de ces usages de la comparaison, en mobilisant la littérature sur le nationalisme basque, les productions discursives des différents acteurs et mes propres enquêtes, qui portaient sur la médiation de l'Église durant le conflit, mais aussi sur des mobilisations territoriales, culturelles et socio-économiques qui se déploient au-delà de la cause nationaliste stricto sensu, politique. Donc j'essaie de relire un matériau d'enquête qui a été constitué en réponse à des questions de recherche distinctes à la lumière du questionnement sur le comparatisme. Alors je décline cette approche en deux temps, je suis la trame historique. La première partie revient à très grands traits sur les usages de la comparaison à chaque séquence historique du nationalisme basque depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à 2010-2011, c'est-à-dire où on a la cessation annoncée comme définitive de ces activités armées par l'organisation d'État. Et la deuxième partie se penche sur les mutations de ces usages pratiques durant cette nouvelle séquence qui s'ouvre depuis 2010-2011. Et à l'intérieur de chacune de ces deux grandes périodisations, je distingue deux types de comparaisons, ce que j'appelle la comparaison externe, c'est-à-dire qui met en parallèle le conflit basque avec d'autres conflits, et la comparaison interne, qui met en tension les deux côtés de la frontière franco-espagnole, le basque français et espagnol, ou nord et sud. Donc la première section, donc, un condensé historique de ces usages politiques de la comparaison, et je parle notamment de la distinction qu'établit Daniel Louis-Seller sur la généalogie des nationalismes périphériques. Et à ce titre, le nationalisme basque qui apparaît comme idéologie formalisée à la toute fin du XIXe siècle en Biscaye, à Bilbao, à la différence des mobilisations légitimistes qui l'ont précédé, s'oppose directement au centre politique en réclamant un ajustement des frontières de l'État à celles de la nation fraîchement définie. Donc c'est l'apparition du Parti nationaliste basque, PNV, en 1895, qui repose, ça c'est intéressant pour le propos, dans ses premières formulations sur une conception très organiciste, racialiste, religieuse de la nation, et sur une approche anti-impérialiste, sur les dernières bribes de l'Empire espagnol, qui déjà compare, mobilise déjà la comparaison. Et cet usage idéologique du comparatisme, il se double aussi, dès le départ, d'un usage organisationnel, puisqu'on observe très tôt une circulation des modèles, à l'image d'une association des femmes nationalistes basques, qui en 1922 s'inspire directement d'une organisation irlandaise. Cet usage de la comparaison, il va se modifier sous la Deuxième République espagnole, puisque lorsque le Parti nationaliste basque va donner la primeur à la cause autonomiste sur la question religieuse, ce qui aboutit à une rupture avec les carlistes et à une alliance avec les républicains, et aussi à de nouvelles comparaisons, mais cette fois plutôt avec des mobilisations antifascistes dans les années 30 et pendant la guerre civile espagnole. Mais c'est surtout, me semble-t-il, dans la phase suivante que se déploieront de nouveaux usages du comparatisme. Si l'on suit toujours Seller, à la phase d'affirmation ethno-nationaliste succède dans l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, une nouvelle séquence qu'il qualifie de nationalitaire, un renouvellement lié à la fois au discrédit que
que les fascismes font peser sur l'idée nationaliste, mais aussi au mouvement de décolonisation. Donc on a la conscience nationalitaire qui propose un dépassement tant du nationalisme que de l'État, avec en Europe l'idée d'un fédéralisme intégral, voire l'avènement d'une Europe des régions. Au Pays Basque, l'émergence de l'organisation État en 1959 et sa radicalisation à partir de 1968 qui illustre cette nouvelle génération militaire. Et là aussi, on a une comparaison à la fois idéologique et organisationnelle, avec notamment une influence très forte du FLN algérien au départ de l'organisation. L'autre identification comparatiste à cette époque-là, c'est celle qui associe lutte indépendantiste et lutte sociale, une lecture qui se développera durant les derniers soubresauts du régime franquiste. Identification qui ne va pas de soi, qui va provoquer des scissions majeures au sein des mouvements basques et de l'État, mais qui va aussi servir de ressource pour inscrire la cause nationalitaire dans des coalitions plus larges. Donc l'usage du cadrage comparatiste pour justifier la mobilisation abertzale, alors je vais employer le mot basque qui est un néologisme, abertzale, pour renvoyer à la sphère nationaliste et nationalitaire dans son ensemble, ce cadrage comparatiste, il devient moins audible à l'échelle internationale lorsque la dictature s'achève en Espagne et qu'on met en place l'état des autonomies. Pourtant, le cycle violence-répression, loin de disparaître, va augmenter en intensité durant la transition. Va en résulter un paysage politique dans la communauté autonome basque et en Navarre extrêmement clivé, clivage qui se traduit aussi par trois cadrages distincts de cette comparaison transnationale. Pour un premier ensemble de partis et mouvements dits en Espagne constitutionnalistes, qu'ils soient conservateurs ou de gauche, c'est l'idée même de comparaison du conflit basque avec d'autres conflits qui était illégitime. Au-delà de son rameau violent, c'est même le nationalisme basque lui-même qui est vu au fond comme un résidu du passé impérial et dictatorial de l'Espagne, résidu qui se dissoudra de lui-même dans la démocratie espagnole européanisée. Si comparaison il y a là, dans les outils de gouvernement, c'est celle de la lutte antiterroriste. Pour un second cadrage qui est représenté par le nationalisme donc centriste du Parti nationaliste basque, qui est au règne de l'autonomie basque depuis 1979, il y a une légitimité d'un nationalisme basque centriste et non violent, et qui se fonde sur une comparaison avec d'autres mobilisations des nations sans État, disons essentiellement européennes, type Écosse, Catalogne, etc. D'où un travail politique mené dans les arènes européennes par le PNB pour utiliser des instruments d'action publique européens permettant notamment à la région basque de mener une action extérieure en propre et sans passer par les États, voire une sorte de paradiplomatie. Troisième cadrage comparatiste, c'est celui porté par la gauche abertzale, je vais employer ce terme, qui est l'héritière de la phase nationalitaire. Et ici également, la première comparaison est celle avec l'Irlande du Nord, y compris sur le plan organisationnel avec le binôme branche politique, branche armée. Mais ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est que la gauche abertzale d'abord investit également l'arène européenne et notamment le Parlement en cherchant à désethniciser sa cause en s'alliant avec des formations notamment environnementalistes et de gauche. Mais surtout, elle élargit dès les années 80 et 90 le cadrage comparatiste à des luttes de libération, y compris et peut-être surtout extra-européennes, causes kurdes, palestiniennes, sandinistes et zapatistes, etc. Et ça, c'est un comparatisme élargi, qui, avec des situations qui, sociologiquement, sont aux antipodes de la situation Pays basque, mais qui permet, comme ressource argumentaire, à la gauche abertzale de souligner l'exceptionnalité de la situation basque, de postuler aussi implicitement ou explicitement l'inachèvement de la démocratie espagnole, et de se comparer à des contextes où l'opinion internationale, sans nécessairement approuver, comprend le recours aux armes. Cette extension comparatiste permet aussi en creux à la gauche abertzale de montrer à qui elle ne se compare pas, notamment à certains régionalistes populistes européens du type Ligue du Nord à partir des années 90. Sur le plan du comparatisme interne, cette fois-là, je me réfère à la comparaison Pays basque français-espagnol, nord-sud. Pour faire bref, on constate que dans le discours abertzale, nationaliste basque tel qu'il a longtemps été véhiculé, on a à la fois une unité postulée des deux côtés de la frontière et puis une pratique constante du comparatisme qui cherche à expliquer les raisons de la, entre guillemets, réussite du nationalisme côté sud et celle de l'échec
côté nord. Donc on a une forme de comparatisme qui conduit aussi à produire des archétypes qui viennent durcir des différences structurelles et des explications globalisantes. Par exemple, en opposant un Pays basque espagnol urbanisé et socialisé aux luttes politiques et sociales, un Pays basque français rural, traditionnel politiquement, apathique, et le tout étant ramené à des constructions stato-nationales distinctes. C'est une lecture qui d'ailleurs est parfois reprise dans les travaux académiques, qui aussi un peu reprend une hypothèse un peu évolutionniste selon laquelle les nationalistes périphériques évolueraient d'un accent plutôt mis sur les éléments primordiaux vers une définition basée sur la territorialité et l'adhésion volontariste. Réflexion qui repose parfois sur des enquêtes quantitatives. Et ce qui est important pour notre propos, c'est que ces perceptions ont aussi des effets dans la structuration du travail politique des militants à Versailles. Par exemple, dans le tournant nationalitaire de la fin des années 60, début des années 70, les militants du Nord vont s'inspirer par exemple du Sud sur le plan de la doctrine économique, avec une pensée assez développementaliste visant à reproduire le modèle d'industrialisation diffuse du Pays basque espagnol dans le Pays basque français, dans sa partie rurale. Donc la pratique, je passe à ma deuxième partie, la pratique de la comparaison est une pratique ancienne qui a contribué à stabiliser, voire à figer durablement les termes du conflit. Dans la deuxième partie du papier, j'observe que la phase de sortie de violence qui s'ouvre en 2010-2011 ne met pas un terme aux usages de la comparaison. Au contraire, on observe même le renforcement tant sur le plan de la comparaison externe qu'interne. Très brièvement sur chacune des deux. Sur le plan de la comparaison externe, l'annonce par État de l'abandon unilatéral de ces actions armées résulte de la combinaison de plusieurs facteurs: la perte du soutien populaire à la violence, le changement de stratégie de la gauche à Versailles par rapport à la violence, l'efficacité des mesures policières, tout simplement. Mais surtout, pour mon propos, la séquence qui s'ouvre porte en elle un renouveau des usages politiques de la comparaison transnationale qui prennent au moins trois formes. D'abord, de la part des acteurs des mouvements aversalais, en particulier de la gauche aversalais et des mouvements pour la paix qui y sont associés, on assiste à une naturalisation du vocabulaire de la paix, du processus de paix. Donc une véritable grammaire de la paix qui, de fait, induit une comparaison avec d'autres processus de sortie de violence. Cette lecture a des conséquences et elle se traduit par un recours à la médiation internationale. Dans un premier temps, les acteurs, en invoquant le précédent irlandais, avaient tenté, au début des années 2000, d'impliquer l'Union européenne dans le règlement du conflit basque. Mais l'opposition des États, et l'État espagnol en tout premier lieu, avait limité ce canal. Et donc, les acteurs du processus de paix basque vont se tourner vers des formes non institutionnelles de médiation en mobilisant des acteurs et des organisations intra- et extra-européennes. Je ne vais pas détailler, ne vous inquiétez pas, les compositions des différents groupes de médiateurs, simplement pour signaler que s'y trouvent mobilisées des figures majeures, des médiateurs internationaux ayant des expériences dans des résolutions de conflits aussi différentes que l'Irlande du Nord, l'Afrique du Sud, le Kosovo, le Sri Lanka, l'Irak, etc. Et donc, ce faisant, on assiste à la construction par le bas d'une politique de la paix qui mobilise une expertise transnationale qui est inévitablement porteuse de comparaisons implicites. Alors, de fait, la mobilisation de l'expertise internationale est très ancienne, elle remonte à la transition démocratique, mais la nouveauté post-2011, elle provient, me semble-t-il, davantage de la publicisation de cette médiation. Jusque-là confinée, parler comme Claude Gilbert et Emmanuel Henry, à des espaces discrets de négociation et de délibération. D'où, par exemple, la surprise de nombreux observateurs lorsque, il y a un mois ou 2 mois, le 8 avril 2017, lors du rassemblement à Bayonne à l'occasion du désarmement de l'arsenal de l'État, apparaissent sur scène, parce qu'il y a une scène, 2 médiateurs religieux, l'archevêque de Bologne, Matteo Zuppi, au nom de Sant'Egidio, et le pasteur méthodiste irlandais Harold Wood. Or, le travail de médiation de certains secteurs de l'Église, si ce travail est ancien dans le conflit basque, ce qu'il est moins, c'est sa publicisation. Donc ces acteurs-là développent un travail politique, au sens d'Andy Smith, de problématisation, au sens où on définit la paix comme un problème public, d'instrumentation, on utilise les leçons d'autres processus sortis de conflit,
et de légitimation, puisque parler de paix renvoie implicitement à un postulat d'équivalence des parties en conflit. Évidemment, c'est ça qui pose problème. Enfin, on le devine aisément. La grammaire de la paix qui s'expose alors, elle est largement inacceptable pour les États concernés, pour l'État espagnol au premier chef, qui est réticent à une lecture politique de ce qui est d'abord vu comme un problème d'ordre public et de terrorisme. En effet, la comparaison internationale et le recours à la médiation sont publiquement inacceptables, en ce qu'elles mettent en scène, en creux, une incapacité de l'État à traiter seul de cette question, voire l'exceptionnalité de cette situation dans le contexte européen. Donc l'État espagnol, soutenu en cela par les associations des victimes du terrorisme, n'aura de cesse de délégitimer un récit du processus de paix qui sert avant tout, pour eux, aux auteurs et aux promoteurs, aux anciens auteurs et promoteurs de la violence politique, à s'aménager une voie de sortie honorable et à éluder leurs responsabilités. À y regarder de plus près, c'est bien la publicisation de la médiation internationale qui est inacceptable pour l'État, puisque, si on refait la généalogie, l'État espagnol a toujours eu recours lui-même depuis la transition, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, à ce type de médiation, mais dans des arènes confinées et discrètes. C'est-à-dire, comme le montrent Gilbert et Henri encore, dans des arènes où la négociation directe et pragmatique est possible, alors que la publicisation induit une montée en généralité, une repolitisation par les valeurs qui rendent l'accord moins probable. Je repère enfin une troisième position que je qualifie de comparatisme modéré, dont on trouve trace dans certains secteurs des partis Abertzale, notamment en PNV, dans des mouvements pacifistes, mais aussi dans des mouvements et partis non nationalistes basques. Je donne l'exemple de certains secteurs du Parti socialiste d'Euskadi, la branche basque du Parti socialiste espagnol, qui se sont engagés depuis très longtemps dans la médiation, pacifiste, et qui font preuve d'une sorte de comparatisme modéré, au sens où, tout en refusant l'identification des conflits qui sont mis en comparaison, profitent des configurations générées par la comparaison pour en tirer les leçons opérationnelles. Je donne juste un exemple. Je donne l'exemple d'un élu local de Bilbao du Parti socialiste basque, qui par ailleurs, et ce n'est pas fortuit, est l'un des fondateurs du courant chrétien dans le socialisme, au sein du Parti socialiste espagnol, très engagé sur les mouvements pour la paix, et qui me dit sur la comparaison entre le Pays basque et l'Irlande, il me dit, je cite, « Je crois que la société basque, à la différence de l'Irlande, n'est pas une société divisée entre deux communautés. Moi, dans ma famille, mon beau-frère, avec qui je déjeune tous les vendredis, était photographe à Egui, un quotidien de la gauche Abertzale interdit en 1998 au motif des liens supposés avec l'État, qui s'est retrouvé au chômage quand le journal a été fermé. Ma belle-sœur est au syndicat ELA, proche du PNV. Mon beau-frère vote au Parti populaire, de droite. Ma belle-mère au PNV, et moi je suis socialiste. Et on mange ensemble tous les vendredis. » Bon, mais tout en soulignant l'écart des situations, cet acteur-là suit de très près le processus nord-irlandais. Il se rend à Belfast avec une délégation basque en 1998 au moment des accords du Vendredi Saint et rapporte que la situation de ce déplacement aura permis des échanges de fonds entre les acteurs basques qui auraient été impossibles en Pays basque. Donc au-delà de cet exemple, il faudrait approfondir, je crois, la façon dont les effets performatifs des comparaisons génèrent des configurations d'acteurs qui, dans les faits, peuvent avoir des effets vertueux en ouvrant de nouveaux espaces de dialogue, voire de relativisation du conflit qui devient alors un cas. Le papier se termine sur une hypothèse sur le changement dans la comparaison interne des Basques français et espagnols dans cette nouvelle séquence historique. J'en dis juste un mot. Je pense que, y compris dans les milieux Abertzale des Basques français, la fin annoncée de la violence politique rebat les cartes de la comparaison nord-sud de la frontière et vient aussi remettre en question l'exemplarité postulée du Sud en matière de réussite politique du nationalisme basque. Cette inversion progressive, elle correspond à un changement structurel dans la surface sociale des mouvements sociaux basques français, puisqu'on assiste ainsi, depuis 2010-2011, au développement de nouvelles alliances rendues jusque-là improbables par le verrou de la violence, avec des rapprochements entre les Abertzale et d'autres mouvements sociaux sur des enjeux comme la langue et la culture, mais aussi l'économie sociale et solidaire, la souveraineté alimentaire, l'agriculture paysanne, la monnaie locale, etc. Ce qui rend aussi caduque
l'idée d'un modèle de transférer le modèle de développement économique du Pays Basque Sud, de l'industrialisation, de le transférer tel quel en Pays Basque français. Alors je conclus, j'abrège, en signalant juste que les conséquences politiques de ce travail comparatiste des acteurs sur le devenir d'un conflit politique qui perdurera probablement bien au-delà de sa séquence violente, reste néanmoins largement incertaine.